Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara et plusieurs chefs d'État de la sous-région ont pris part ce jeudi à Accra à la cérémonie des prestations de serment du président Nana Akufo-Addo. Il a été réélu pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête du Ghana. Il s'est engagé à travailler pour le bien-être des Ghanéens, à défendre la Constitution. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu ce jeudi à la primature une délégation des parents des victimes de la crise post-électorale. Ils sont venus exprimer au chef du gouvernement leur reconnaissance pour le soutien moral et financier et leur volonté du respect des droits des victimes. L'opposition ivoirienne annonce sa participation aux futures élections législatives. L'information a été donnée ce jeudi à la presse au siège du PDCI RDA à Cocody. Pour ces législatives, l'opposition présentera une candidature unique par circonscription. Le scrutin législatif aura lieu en mars prochain. Aux États-Unis, Donald Trump admet pour la première fois la fin de son mandat. Il annonce la passation de pouvoir avec son successeur le 20 janvier prochain. Malgré son désaccord total avec le résultat de la présidentielle de novembre dernier, il promet une transition en bonne et due forme avec Joe Biden. Soyez les bienvenus sur RT1. Nous commençons par la capitale ghanéenne, Accra, où le président Alassane Ouattara et plusieurs chefs d'État de la sous-région ont pris part aujourd'hui à la cérémonie de prestation de serment du président Nana Akufo-Addo. Il a été réélu pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête du Ghana. Il s'est engagé à travailler pour le bien-être des Ghanéens, à défendre et préserver la constitution du Ghana, nous rapporte Mahama Traoré. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful. That I will be faithful. Je jure de porter une foi et une allégeance véritable à la République du Ghana, comme le prévoit la loi, que je maintiendrai la souveraineté et l'intégrité du Ghana et que je préserverai, protégerai, défendrai la Constitution de la République du Ghana. Que Dieu me vienne en aide. C'est une tâche que j'accepte de tout cœur. J'assure à tous les Ghanéens que je ferai de mon mieux pour remplir ce mandat. Ainsi débute le second mandat de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Réélu le 7 décembre dernier avec 51% des suffrages, cet avocat de formation assumera pour les 4 prochaines années les fonctions de président de la République du Ghana. Bien avant lui, c'est le vice-président élu Mahamoudou Bawumia qui s'est prêté à l'exercice de la prestation de serment tel que prescrit par la constitution ghanéenne. La cérémonie s'est tenue en présence d'une dizaine de chefs d'État africains au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara. Face aux immenses défis qui l'attendent, Nana Akufo-Addo tient à rassurer le peuple ghanéen de sa détermination. C'est une tâche que j'accepte de tout cœur. J'assure à tous les Ghanéens que je ferai de mon mieux pour remplir ce mandat. Comme plusieurs autres pays du monde, le Ghana est également frappé par la pandémie de la Covid-19. Nana Akufo-Addo aura donc pour mission de relancer l'économie ghanéenne. Autre chantier, consolider le partenariat stratégique noué avec la Côte d'Ivoire dans la filière cacao. Les deux pays assurent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao et espèrent avec ce partenariat tirer plus de profit de l'économie cacaoyère. Au terme de cette cérémonie, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan. Il a été accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement. En marge de la cérémonie de prestation de serment de son homologue ghanéen, le président ivoirien, quand il était au Ghana, s'est entretenu avec le vice-président de la transition du Mali. Les deux personnalités ont échangé sur l'évolution de la situation sociopolitique au Mali et la coopération entre les deux pays. On retrouve Mahama Traoré. Au Mali, un processus de transition est en cours depuis quelques mois. Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie de crise au Mali. Ensuite, échanger avec lui par rapport sur le plan sécuritaire. On a expliqué aussi par rapport à la mise en place des différents organes de la transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis
très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO et je l'ai assuré que nous ferons tout pour accompagner le Mali parce que c'est l'intérêt de tous au sein de la communauté et particulièrement de la Côte d'Ivoire qui a des relations économiques importantes avec le Mali. Cet entretien entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le vice-président de la transition du Mali a eu lieu ce jeudi à Accra, au Ghana, en marge de la cérémonie de prestation de serment du président Nana Akufo-Addo. Ils sont reconnaissants à l'État de Côte d'Ivoire pour l'assistance dans les difficultés. Eux, ce sont les parents des victimes de la crise post-électorale. Ils ont été reçus aujourd'hui par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. La délégation est venue exprimer au chef du gouvernement ivoirien sa reconnaissance pour le soutien moral et financier, mais surtout la volonté de voir respecter les droits des victimes. Alexis Ouedraogo. Ils étaient un peu plus d'une trentaine ce jeudi à la primature pour se faire entendre. Aujourd'hui, on est venu pour rencontrer le Premier ministre pour faire un peu le point sur la situation des victimes de la crise post-électorale ainsi que les crises qui sont survenues un peu dans le pays. Pour les écouter, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ouvre ses portes. Il reçoit une délégation des parents des victimes. Nous avons estimé qu'aucune réconciliation, aucun dialogue politique en Côte d'Ivoire ne peut se faire sans la question des victimes. Le respect de leurs droits fondamentaux, leur ciblage dans l'ensemble des processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement entend bien prendre note de ces doléances. Ils sont venus prendre leur place dans le processus de la réconciliation. En tant que ministre de la réconciliation, je note cela. Il faut œuvrer dans ce sens et que nous puissions apaiser tous les cœurs. On note aussi que le scrutin législatif dans notre pays aura lieu en mars prochain. L'opposition ivoirienne annonce justement sa participation à ces élections législatives. L'information a été donnée ce jeudi à la presse au siège du PDCI-RDA à Cocody. Et bien pour ces législatives, l'opposition présentera une candidature unique par circonscription. Les détails avec Moussa Konaté. L'opposition ivoirienne va participer aux futures élections législatives. Face à la presse, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition s'engage pour la conquête des sièges à l'Assemblée nationale. Notre coalition ira en rang serré, avec une stratégie commune, impliquant tous ces acteurs. Nous n'allons pas pour faire la figuration, nous allons pour remporter le Parlement, et nous le remporterons. Je crois qu'il faut être certain, malgré les difficultés, nous allons y aller et nous allons remporter ces élections parce que le débat se situe à ce niveau, au niveau du Parlement. Ce débat se situe au niveau de la représentation de la nation et nous n'avons pas le droit d'y être absents. Nous y allons y aller et nous allons remporter. Soyez-en certains. Une opposition unie et assurée de sa victoire. Pour cette échéance des législatives, la stratégie adoptée est la candidature unique par circonscription. Nous irons en évitant le plus possible la déperdition de voix. C'est pourquoi nous ferons tout pour éviter les triangulaires. Nous ferons tout pour que, dans une circonscription, le meilleur soit le candidat de l'opposition. Il n'y aura pas un candidat contre un autre candidat. Il y aura un seul candidat par siège pour le compte de l'opposition. On ne va pas se combattre. On sera ensemble. On sera tous derrière le candidat qui sera choisi. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition prévoit des missions d'explication et de sensibilisation afin de galvaniser ses militants. Ces élections se dérouleront dans un environnement paisible. On ajoute aussi un cadre de vie agréable. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka, est justement sur le terrain. Il était dans 2 usines de fabrication et de commercialisation de béton dans la commune d'Atekoubé, c'est sur l'autoroute du Nord. Cette visite fait suite aux différentes plaintes des usagers et automobilistes portant sur la question de ciment émise par les usines. Grâce Kando. Autoroute du Nord, en face du parc national du Banco, dans la commune d'Atekoubé, existent 2 usines turques spécialisées dans la production et la commercialisation de béton prêts à l'emploi. Le béton que produisent ces usines soulève d'épais nuages de poussière et cause de nombreux désagréments aux automobilistes et riverains. La poussière nous fatigue ici. Ça nous donne rhume, la toux,
Ça donne mal à la poitrine, tout ça là. La poussière vraiment joue en notre défaveur puisque cette poussière-là fait de telle sorte qu'on ne puisse même pas voir devant. Donc c'est vraiment très dangereux pour nous qui sommes en moto. Ce que disent les populations de la présence de ces usines et leur impact sur l'environnement n'échappe pas au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Joseph Seka s'y est rendu. Il a visité les installations et s'est fait une claire idée de la situation. Il faut que les dispositions soient prises pour que les silos d'aspiration et de rétention de la poussière soient régulièrement remplacés. Ensuite, pour ce qui concerne la déviation où il y a le dépôt des débris de ciment où passent les véhicules, nous avons demandé dans un premier temps que cette voie de déviation soit régulièrement arrosée pour ne pas que la poussière se répande dans l'air, mais in fine, à moyen terme, qu'il y ait le bitumage de cette voie pour que plus jamais on ait de la poussière qui va être nuisible pour notre environnement et pour les usagers et les riverains de ces deux usines. Des recommandations qui trouveront une oreille attentive auprès des responsables de ces usines. Nous, on prend l'initiative de respecter et d'être à jour dans le délai pour mettre tout ce qui est l'exigence qu'ils ont demandé, il n'y a pas de problème. Ça, c'est notre objectif en dehors de tout ça. Ces deux structures ont reçu des mises en demeure d'un délai de 3 mois pour se conformer aux recommandations. Si au bout de ce délai, ces entreprises ne se conforment pas aux recommandations édictées par le ministère de l'Environnement pour permettre de corriger ces problèmes-là, nous sommes désolés de dire que nous en arriverons à la demande de cessation d'activité pour ces entreprises-là. Avant cette visite du ministre Joseph Seka sur ces différents sites, plusieurs missions d'inspection et d'audit ont été effectuées en 2019 et 2020 par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pour notre bonne santé également, on n'oublie pas d'observer les gestes barrières pour contrer le coronavirus qui continue de nous menacer. Voilà, attention, le coronavirus continue de circuler. Ce jeudi 7 janvier, on dénombre en Côte d'Ivoire 210 cas positifs sur 4077 échantillons prélevés, 89 nouvelles guérisons, 0 décès, 734 cas actifs à ce jour. Restons vigilants. On observe donc, vous l'avez remarqué ces derniers jours, une augmentation des cas de contamination de Covid-19. Mais quelles sont les raisons et quelles sont surtout les nouvelles stratégies de lutte? Pour mieux comprendre, nous avons sur ce plateau le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Voilà, la Côte d'Ivoire, rien que pour la seule journée d'aujourd'hui, enregistre 210 cas de Covid-19. Qu'est-ce qui explique cette augmentation des cas ces derniers jours? Depuis toujours, la maladie circule en Côte d'Ivoire. La maladie n'est pas terminée. Et nous avons pris l'habitude de penser que cette maladie était terminée. Non, elle est là et elle circule dans nos communautés. Nous avons constaté de plus en plus également le relâchement de toutes les mesures barrières. Le port du masque devient anecdotique. Nous remarquons que nous nous serrons de plus en plus la main. Nous nous faisons des bises. Tout cela concourt à augmenter le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu relâchement aussi à votre niveau, au niveau de l'observation, du contrôle? Non, à notre niveau, nous restons toujours vigilants. Nous travaillons pour que cette maladie soit sous contrôle. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut que les usagers, les Ivoiriens, dans leur ensemble, puissent respecter les mesures barrières. Et nous constatons, comme je l'ai déjà dit, que durant ces périodes de fête, nous avons tous relâché ces mesures barrières. Raison pour laquelle aujourd'hui, le nombre de cas augmente. D'accord. Alors, sommes-nous donc en train de vivre une nouvelle vague de contamination à l'instar des pays européens et même de la sous-région, notamment le Sénégal qui vit depuis hier confiné avec un couvre-feu instauré? Nous pouvons l'appeler nouvelle vague. Mais ce qui est important, c'est que la maladie n'était pas terminée. Et à chaque fois qu'on a une maladie de ce type-là, que nous ne respectons plus les mesures barrières, le nombre de cas augmente. Nous pouvons l'appeler nouvelle vague, deuxième vague, troisième vague. Peu importe. Peu importe. Mais ce qui est important, c'est de conserver les mesures que nous avions avant ces fêtes.
nous étions dans une situation où en Côte d'Ivoire, on avait un taux de positivité qui était autour de 1 à 3%. Aujourd'hui, ce taux de positivité de 1 à 3% montrait que nous contrôlons l'épidémie. Mais aujourd'hui, depuis une dizaine de jours, nous sommes autour de 5-6%. Ça veut dire que les cas ont augmenté. Aujourd'hui, 210 cas, c'est vrai, ça paraît énorme, mais c'est sur 4000 échantillons. Le taux de positivité aujourd'hui est de 5,2%. Le taux de positivité n'est pas très élevé. Nous devons de plus en plus observer le taux de positivité plus que les chiffres bruts en termes de nombre de cas, parce que c'est l'évolution du taux de positivité qui montre que l'épidémie prend de l'ampleur dans nos pays. D'accord. Alors, scientifiquement, dites-nous, professeur Samba, est-ce le même type de virus qui circule ou le virus a-t-il muté? Oui, actuellement, on a des mutations du virus. En Côte d'Ivoire, l'Institut Pasteur fera des analyses pour voir le séquençage du virus pour savoir si c'est le même ou pas. Mais madame, ce qui reste important, ce sont le respect de nos mesures barrières. Que le virus il mute ou qu'il ne mute pas, il faut que nous respectons les mesures barrières, de sorte qu'on puisse éviter cette maladie. Alors donc, la sensibilisation s'accentue. Dites-nous, au vu de cette recrudescence, doit-on s'attendre à revivre le couvre-feu, le confinement partiel, les mesures restrictives, comme on a pu le voir depuis mars, par exemple? Madame, ces décisions ne viendront pas de moi. Oui, mais que vous allez certainement... Si toute la population ivoirienne, dans notre ensemble, nous ne respectons pas les mesures barrières, le gouvernement sera obligé d'avoir des mesures restrictives pour nous permettre de réduire le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Alors, dépister, isoler, traiter, ça a été la stratégie de la Côte d'Ivoire tout au long de cette crise sanitaire. Avions-nous le contrôle de la maladie? Est-ce que nous pouvons la circonscrire assez rapidement? On peut circonscrire assez rapidement les nouveaux cas positifs? Oui, mais notre stratégie continue. Dépister, isoler, traiter, on continue de le faire. La maladie est sous contrôle dès qu'on est en dessous de 5%. Nous l'étions jusqu'au 24 décembre, je pense. Ensuite, nous avons eu cette augmentation qui nous avait passé au-delà de ce 5%. Mais la maladie reste toujours sous contrôle. Mais, comme vous l'avez dit, si nous ne continuons pas à respecter les mesures barrières, à nous laver les mains, à porter notre masque dans les lieux publics, notamment dans les transports en commun, nous allons dépasser ces 5% et la maladie sera sous contrôle, mais on sera obligé de prendre des mesures plus restrictives pour pouvoir obliger les Ivoiriens à baisser la maladie en Côte d'Ivoire. Et l'espoir renaît, heureusement, avec un vaccin qui a été trouvé et approuvé par certains scientifiques. Alors, où est-ce qu'on en est avec les premières doses pour la Côte d'Ivoire? Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaole, a fait une conférence de presse où il a annoncé que le gouvernement était en train de se préparer pour la vaccination en Côte d'Ivoire. Donc nous avons reçu des instructions très fermes pour que très rapidement on puisse trouver des vaccins et vacciner les Ivoiriens qui le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. La vaccination actuellement n'est pas obligatoire, elle est volontaire. La date de vaccination prévue est aux alentours du 15 février si toutes les doses arrivent. Mais sachez qu'aujourd'hui, sur le marché du vaccin, il y a une tension telle qu'avoir une dose, c'est vraiment un peu difficile. Mais les moyens mis à notre disposition doivent nous permettre d'avoir ces doses-là pour la période du 15 février. Merci, professeur Mamadou Samba. Merci d'avoir été avec nous. On retient qu'il faut toujours continuer de respecter les gestes barrières pour faire reculer cette pandémie. Merci. Oui, madame. Les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, porter le masque dans les lieux publics, dans les transports en commun, éviter de se serrer la main et également aussi de se faire des accolades et les bises. Mais je voudrais, avant de terminer, dire au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaole, remercier et féliciter tous les acteurs de santé, qu'ils soient publics et privés, qui ont œuvré pour que nous contrôlions cette épidémie en Côte d'Ivoire. Et nous avons justement toutes les commodités pour pouvoir prendre en charge les malades. Absolument. Merci, professeur Mamadou Samba, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Une convention vient d'être signée entre le ministère de la Promotion de la Riziculture et une entreprise spécialisée dans la fourniture de technologies et de services d'accompagnement à l'agriculture. Par cette convention, les parties s'engagent à améliorer l'accès des producteurs aux intrants et semences de qualité. Jean-Luc Bambo pour le reportage.
Un autre palier de franchi dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture SNDR 2020-2030. Cette fois, c'est un spécialiste historique dans la fourniture de technologies et de services d'accompagnement à l'agriculture qui s'engage à travers cet accord à accompagner la politique rizicole du pays. Ça va être des investissements. On veut monter déjà une unité de multiplication de semences en Côte d'Ivoire, avec aussi mettre l'accent sur la formation. Pour nous, c'est très important que les acteurs aujourd'hui soient bien formés et que ceux qui demain vont s'intéresser à cette culture-là soient aussi bien formés. Et notre cœur de métier, c'est aussi la fourniture d'intrants agricoles, de solutions agricoles. Et on va s'y atteler concrètement. Cette collaboration devrait aboutir sur la mise en place de fermes sémencières en Côte d'Ivoire et la production locale de variétés performantes de riz hybrides. Nous avons un volet important d'encadrement et un volet important aussi de production de semences de qualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous nous employons à faire en sorte que le riz produit en Côte d'Ivoire n'ait rien à envier aux autres riz. Le pays pourrait ainsi atteindre l'autosuffisance en riz et alimenter également le marché sous-régional. Pour le moment, la Côte d'Ivoire importe autour de 1 million de tonnes de riz annuellement. La consommation, elle, est estimée à plus de 1,8 million de tonnes par an. Voilà, notez en bref qu'une augmentation du prix de l'huile de palme est constatée en ce début d'année 2021. Cette hausse est une répercussion de l'augmentation du coût mondial de l'huile de palme de ces dernières semaines. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays tels que le Sénégal, n'échappe pas à cette hausse conjoncturelle au niveau mondial. Rappelons que depuis le 29 avril 2020, un décret avait plafonné les prix de 5 produits de grande consommation, dont l'huile de table raffinée. Et notons que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, en partenariat avec le ministère du Plan et du Développement et le Programme alimentaire mondial PAM, ont signé à la Maison de l'entreprise au Plateau un projet d'appui à la création d'emplois et de renforcement de compétences dans le secteur du numérique. Ce projet est estimé à 116 milliards de francs CFA et cible 200 000 jeunes issus de couches vulnérables. On en sait plus avec notre reporter Jean Magagui. 30 jeunes du district d'Abidjan réceptionnent de manière symbolique des tablettes dans le cadre du lancement du projet d'appui pour la création d'emplois et le renforcement des compétences numériques. Un programme de formation initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et soutenu par le Programme alimentaire mondial. Ce projet d'un coût total de 116 milliards de francs CFA cible 200 000 jeunes vulnérables exposés à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire, pour une durée de 36 mois. Ce programme a permis de comprendre davantage de techniques, surtout en informatique et aussi en gestion de projet. C'est vrai, nous sommes peut-être des étudiants, on a eu à confronter, à avoir des idées, mais dans cette formation, nous avons eu à pratiquer même la gestion de projet et connaître vraiment le contour. Le ministère de tutelle appelle à la contribution de tous les partenaires et sensibilise les bénéficiaires. Chers amis jeunes bénéficiaires, vous aurez droit à des formations de qualité dans un domaine en pleine évolution. J'ose espérer que vous serez assidus et disciplinés et ferez preuve d'excellence. Des mesures d'accompagnement ont été prises pour faciliter votre adhésion au programme. Ce projet d'appui à la création d'emplois pour les jeunes est à sa phase pilote dans le district d'Abidjan et dans la région du Poro. Le Conseil régional du Folon a réceptionné à la faveur de son dernier conseil 1000 tables bancs offerts par le président Alassane Ouattara à travers le programme Impact rapide des régions. Une importante contribution au domaine de l'éducation est dans cette région et qui a fait un bond spectaculaire en termes de scolarisation. Eugène Atoubé. C'est une importante contribution à la politique éducative du Conseil régional du Folon. 1000 tables bancs offerts par le président de la République. Ces tables bancs vont servir à équiper les salles de classe des établissements scolaires nouvellement construits dans plusieurs localités du Folon. En 2020, près de 20% du budget total ont été consacrés au secteur éducation, soit environ 260 millions de francs CFA. Depuis plusieurs années, de nombreux investissements sont faits pour sortir le Folon de sa léthargie au plan de la scolarisation. Et le président de cette région compte poursuivre ses efforts. Ces dons sont octroyés par son Excellence le Président de la République dans le cadre du projet qu'on a appelé Pays 2R, le programme rapide des régions.
Au titre de ce projet aussi, nous avons eu 5 bâtiments de 3 classes plus bureaux à travers toute la région du Folon. Nous avons bénéficié de 3 ambulances. Le programme à impact rapide des régions Pays Désert est d'un apport inestimable à la politique éducative du Conseil régional du Folon, ce que reconnaissent et apprécient les conseillers à la dernière session de l'année 2020. Grâce à ce programme, les besoins des populations non pris en compte dans les projets d'investissement faute de budget disponible ont été satisfaits dans plusieurs domaines, dans celui de l'éducation en particulier. Aujourd'hui, la région du Folon a fait un bond spectaculaire en termes de scolarisation. 6 collèges de proximité y ont été construits. La scolarisation de la jeune fille est devenue une réalité et fait l'objet d'une grande attention des parents, autrefois hostiles à envoyer les filles à l'école. On avait le sentiment que mettre sa fille à l'école, c'était juste reporter son mariage à plus tard. Et depuis qu'on a vu des enseignants, des agents d'administration femmes être affectés dans le Folon, je pense que ça a provoqué un déclic, en plus, n'est-ce pas, de la proximité des écoles avec les populations. Aujourd'hui, c'est les filles qui nous comptent plus que les garçons aujourd'hui. Donc on a parlé de nos moments, il n'est qu'à laisser nos soeurs, il n'est qu'à aller à l'école. Quand on fait profession, c'est les filles qui sont devant plus que les garçons. On est fiers de ça. Le Conseil régional du Folon poursuit sa lancée pour conduire les départements de Ménignan et Kaniasso qui forment cette région vers le développement et le progrès. Sa philosophie, le développement participatif est au cœur de sa politique de la générosité envers les populations et leur bien-être. L'Union des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire porte aussi leur contribution pour un enseignement de qualité dans notre pays. Lors de leur dernier congrès, les membres de cette union ont dressé la liste des problèmes du système éducatif avant de faire des propositions pour une meilleure qualité de l'enseignement dans notre pays. Le reportage de Paga Soro connaît dans nos prochaines éditions. Le Conseil supérieur des imams, l'Alliance des religieux pour la paix ont tenu leur première rencontre de l'année 2021. À cette occasion, l'ambassadeur Claude Saï Soumaoro, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, leur a transmis les remerciements du gouvernement pour le rôle joué avant, pendant et après la présidentielle. C'est Forazeki. C'est grâce à votre contribution que la Côte d'Ivoire a réussi à surmonter les épreuves difficiles lors de la présidentielle d'octobre dernier. Ce sont les mots de Claude Saï Soumaoro, émissaire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, à l'endroit de l'Alliance des guides religieux pour la paix. Ces dignitaires religieux ont réussi à instaurer la paix et la cohésion entre les fils et filles du pays à travers leurs prières et conseils avisés. La sérénité était le privilège de ceux qui portent le titre de guide, de chef. Ils sont restés sereins. Et cette sérénité a apaisé les Ivoiriens. Et le président Ouattara a tenu à ce qu'après ces élections, nous venions, au nom du Premier ministre, leur dire merci pour le rôle qu'ils ont joué et pour ce qu'ils feront plus tard. Les rencontres de l'Alliance des guides religieux pour la paix ont pour but de rechercher continuellement la paix en Côte d'Ivoire. Ils considèrent avoir joué pleinement leur rôle. Les guides religieux restent mobilisés. Ils restent engagés de manière forte à prier et à contribuer au bonheur et à la stabilité de ces pays. Ces rencontres entre les guides religieux sont la 20e du genre. À travers ces échanges, l'Alliance des guides religieux pour la paix voudrait continuer à mener des actions en faveur de la paix, la cohésion sociale et le développement. Et nous partons pour Cinématiali où les populations ont entamé la nouvelle année dans la joie et l'union. Un grand concert et des feux d'artifice offerts par Fidel Sarasoro, fils du département et directeur de cabinet du président de la République. Le reportage de Sié-Kwasi est commenté pour vous par Antoine Bassa. À Cinématiali, c'est dans la ferveur que les populations sont entrées dans la nouvelle année 2021. Un réveillon marqué par des sonorités du terroir et un gigantesque concert offert par le directeur de cabinet du président de la République. Son objectif, arroser la graine de la paix et de la réconciliation semée depuis 2016 par le chef de l'État. Bonne et heureuse année à toute la population du département de Cinématiali. Souhaiter que l'année 2021 soit une année de paix, une année de bonheur, de joie et que ce soit également une année de prospérité pour chacun d'entre nous. Une belle fête pour passer un message de paix, seule condition à la poursuite des actions de développement socio-économique
entamée par le président de la République dans cette ville de la région du Poro. Et on va terminer par les États-Unis d'Amérique où Donald Trump a évoqué pour la première fois la fin à venir de son mandat et explique que la passation de pouvoir avec son successeur aura bel et bien lieu le 20 janvier prochain, malgré son désaccord total avec le résultat de l'élection présidentielle américaine du mois de novembre. Il a annoncé aujourd'hui même une transition en bonne et due forme à venir avec Joe Biden. Le président élu démocrate vient d'être déclaré officiellement vainqueur par le Congrès au terme d'un processus de certification, un processus plusieurs fois interrompu par des manifestants venus exprimer leur colère face aux résultats de la présidentielle donnant vainqueur Joe Biden. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve dans la paix demain à 20h. À 13h, retrouvez Hamza Diaby pour le journal. Très belle soirée, prenez soin de vous.